Test. Bonjour à tous, je me présente, Émile Stéphanie, élève en terminale économique et sociale au lycée Turgot. Bienvenue ou re-bienvenue à ce printemps de l'économie deuxième édition, organisé par les économistes de Turgot avec le soutien du groupe Caisse des dépôts et placé sous le patronage de l'Assemblée nationale et de la représentation en France de la Commission européenne, dont le thème cette année est « L'Europe, un problème ou une solution ». Le débat qui va débuter s'intéresse à une question primordiale actuellement. Quel cadre institutionnel pour l'euro? À l'approche des élections européennes le 25 mai prochain, le sujet ne saurait être plus d'actualité qu'aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir ici au lycée Turgot 3 économistes qui débattront sur cette problématique, encadrés bien sûr par Philippe Frémaux d'Alternative économique, qui sera en quelque sorte l'arbitre de ce débat. Nous avons avec nous Michel Aglietta, actuellement professeur d'économie à la fac de Nanterre Paris 10, diplômé de Polytechnique et de l'INSEA. Vous êtes conseiller scientifique au Centre d'études prospectives et d'information internationale, ainsi qu'au CGSP, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective. Vous avez également été élu membre du Haut Conseil des finances publiques par le président du Sénat Jean-Pierre Bel le 28 février dernier. Nous avons également la présence d'Éric Heyer, docteur en sciences économiques et professeur à Sciences Po Paris ainsi qu'à l'Université de la Méditerranée. Vous êtes également à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, où vous occupez le poste de directeur adjoint du département analyste et prévision depuis janvier 2002. Par ailleurs, vous êtes chroniqueur au Club de l'économie sur LCI. Enfin, notre dernier intervenant, Étienne Wasmer, économiste et professeur à Sciences Po, où vous y enseignez la théorie de la microéconomie et l'économie du travail. Vous avez été nommé pour le prix du meilleur jeune économiste de France en 2004, prix que vous avez reçu en 2006, décerné par le journal Le Monde. Vous êtes également membre du CAE. Messieurs, bonjour et merci d'être présents parmi nous pour nous offrir vos avis sur le cadre institutionnel de l'euro. Je vous rappelle que les téléphones portables doivent être éteints tout au long de cette table ronde, sauf bien sûr pour tweeter en utilisant le hashtag PrintempsEco, et vous remercie de votre attention. Je laisse désormais la parole à notre modérateur Philippe Frémaux, éditorialiste au mensuel Alternative économique. Bonjour et à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc nous sommes ensemble pour maintenant une bonne heure et quart. Je tiens tout de suite à excuser Étienne Wasmer qui a une excellente raison que je ne vais pas dévoiler mais que je juge tout à fait excellente de nous quitter à peu près 10 minutes avant la fin, donc il est pardonné par avance et donc on va pouvoir entamer très rapidement ce débat. Alors pour les vieux comme moi qui ont vécu tous ces épisodes, puisque au fond c'est une histoire qui commence presque je dirais, en 1971, comme au moment où le système de Bretton Woods s'effondre et l'Europe souhaite avoir un système de change fixe qui se maintient entre les différents pays qui constituent à l'époque la communauté européenne. On a eu un débat extrêmement fort au moment de la signature du traité de Maastricht. Et pour me souvenir des termes de ce débat, on avait des gens qui étaient très critiques en disant au fond tout ça va nous enfermer dans un carcan, il va y avoir plein de contrôles, plein de contraintes qui vont s'imposer à nos économies. Et puis à côté de ça, on avait des partisans de l'euro, dont certains, dont je me souviens avoir interviewé certains d'ailleurs, qui peuvent être à cette tribune aujourd'hui, qui nous disaient, grâce à l'euro, on va sans doute avoir plus de croissance, en tout cas si ça marche, et en plus ça va continuer cette dynamique du spillover qui est au cœur du logiciel de l'Union européenne, qui est qu'en faisant des avancées dans le domaine économique, on entraîne ensuite des avancées institutionnelles qui font que l'Europe va, sinon vers un fédéralisme achevé, en tout cas vers plus de solidarité et avec des institutions plus solides au niveau communautaire, même si elles sont dirigées par la subsidiarité, elles ont un principe de subsidiarité. Alors, en fait, ce qui apparaît clairement, c'est que les uns et les autres ont le tout faux.
Les premiers, parce qu'au fond, on s'est rapidement rendu compte que les contrôles étaient mous et qu'en plus, les contraintes étaient molles, je dirais, les contrôles étaient mal ciblés. Et également les autres, parce qu'au fond, un peu plus de 10 ans maintenant, enfin, 15 ans après la mise en place de l'euro, on s'aperçoit que l'Europe n'a jamais été aussi intergouvernementale aujourd'hui qu'elle n'a été, en tout cas dans la période récente, et que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire que la croissance, l'activité et la baisse du chômage n'ont pas été totalement au rendez-vous. Donc c'est évidemment une question majeure aujourd'hui, de se poser la question de savoir à la fois comment on en est arrivé là, est-ce que le dispositif institutionnel qui a été mis en place n'était pas le bon, et comment, au vu de l'ensemble des difficultés actuelles, qu'il s'agisse de l'accumulation de la dette, de l'importance du chômage, des inégalités de compétitivité entre pays, comment on fait pour sortir par le haut, et quel dispositif institutionnel peut à la fois porter cette sortie et en même temps stabiliser l'euro. Parce qu'il est quand même grave de penser que le principal argument qu'ont aujourd'hui les partisans de l'euro, que j'ai été et que j'essaie d'être encore, c'est quand même d'expliquer aujourd'hui que le fait d'en sortir serait plus coûteux que le fait d'y rester, ce qui est quand même un argument assez faible quand vous avez des pays qui ont 25% de chômage et quand la dernière enquête du CEREC vient de montrer qu'un jeune Français sur 5, 3 ans après son entrée dans la vie active, est aujourd'hui en situation de non-emploi. Donc je vais tout de suite donner la parole, en suivant l'ordre alphabétique, d'abord à Michel Aguiletta, sur cette première question, en gros, c'est comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui n'avait pas de bien, qu'est-ce qui n'était pas bien dans le système, et pour prendre les grands mots, quelle est cette incomplétude en fait du dispositif institutionnel de l'euro. Merci. La première chose quand même par rapport à ce que vient de dire Philippe Frémaux, c'est que il a dit les mots dans lesquels nous sommes, on ne connaît pas le contrefactuel, c'est-à-dire où en serions-nous si l'euro avait éclaté compte tenu de la crise qui s'est produite et des effets en boule de neige de cette crise. Donc ça c'est le premier aspect. Le point important c'est qu'en effet moi j'avais voté pour Maastricht qui a institué ce traité parce que je pensais, parce que j'avais quand même travaillé sur la monnaie depuis des années et des années. J'avais compris que la monnaie était un bien public collectif fondamental et pas du tout une marchandise, et qu'en conséquence, le lien entre monnaie et politique était un lien organique, fondamental. Donc, je me suis dit, c'est évidemment quelque chose qui va nous amener à un niveau d'institutionnalisation politique suffisant pour que l'euro soit une monnaie complète comme ailleurs. Et en particulier qu'il y ait un lien organique entre l'État et la monnaie, ce que le traité de Maastricht interdisait, puisqu'on ne peut même pas, c'est en suivant le traité de Maastricht, la Banque centrale ne peut même pas acheter sur le marché secondaire les titres de dette publique. Et on a vu dans la crise que l'achat des titres de dette publique illimitée a été une condition essentielle pour laquelle des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis s'en sont sortis assez rapidement et ont repris la croissance. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la responsabilité française est extrêmement lourde. En 1994, donc pendant la période de préparation de l'euro, le président de la CDU, Lamers, propose dans un texte que Helmut Kohl, même si ce n'était pas un texte gouvernemental, mais Helmut Kohl n'était évidemment d'accord pour qu'un texte pareil puisse devenir proposé à la France, propose un gouvernement économique commun franco-allemand avec des réunions de conseil des ministres tous les mois, avec l'idée qu'on allait construire comme ça une institutionnalisation politique qui est au niveau qu'il fallait, c'est-à-dire au niveau économique pour que l'euro devienne une vraie monnaie complète, et que les autres pays allaient suivre, et qu'on aurait, au moment de la création de l'euro, qui était prévu pour la fin de la décennie, on allait avoir un gouvernement économique qui correspondait à ça. Les Français n'ont même pas, si vous voulez, considéré cela. Donc le problème fondamental, c'est un problème de principe politique essentiel. Nous avons une vision de la souveraineté qui n'est pas du tout celle de l'Allemagne. L'Allemagne a une vision de la souveraineté qui est une vision dans laquelle l'unité du peuple est définie par la loi fondamentale et pas par l'État. La loi est au-dessus de l'État. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle a un tel rôle en Allemagne. Et le principe démocratique, c'est la loi qui légitime l'État.
alors que la France a une vision absolument opposée. Nous avons appris ça depuis l'école primaire, hein, c'est-à-dire que la République est une et indivisible. C'est-à-dire c'est le pouvoir instituant de la République qui fait l'unité de la nation. Et donc c'est l'État qui unifie le peuple. Quand vous avez des principes fondamentaux, disons, de représentation de ce qu'est la cohésion sociale aussi opposés, ça pose un problème considérable pour avancer dans l'institutionnalisation politique de l'Europe. Et c'est vraiment très difficile, car des principes, on fait des compromis sur des objectifs, on fait des compromis sur des niveaux d'inflation, de croissance, etc. Faire des compromis sur des principes fondamentaux suivant lesquels les nations sont constituées est très difficile. Donc ça me paraît l'élément le plus fondamental. Il a entraîné, je termine là-dessus, sur ce premier aspect, cette absence de gouvernance politique qui permet de compléter l'euro a entraîné 3 erreurs fondamentales au moment de la crise, qui nous a mené en effet à disons, 2 ans de récession et l'incapacité, si vous voulez, de sortir, bien qu'on verra tout à l'heure, on a fait quand même des progrès. Le premier, c'est que l'assainissement des bilans bancaires a été presque inexistant, en tout cas beaucoup trop timoré, et il est maintenant retardé de 5 ans sur les États-Unis. Qu'ont fait les États-Unis? Très simple, hein? On va dire très simple, des tests de stress immédiats, c'est-à-dire que la Banque centrale a identifié où étaient les pertes, un programme budgétaire massif qu'on appelle le TARP pour recapitaliser les banques. Les banques ont été recapitalisées dès avril 2009 et elles ont pu reprendre le crédit et l'économie est repartie en 2009. Voilà le premier élément. Le deuxième, c'est laisser la crise grecque s'étendre à des États solvables, qui est une aberration absolue. Tout le monde savait que la Grèce était insolvable, et tout le monde savait que les autres États n'étaient pas insolvables. Et en conséquence, il n'y avait aucune raison qu'il y ait cette contagion. Si on avait traité la Grèce comme on a traité, dans les années 1980, les crises des pays d'Amérique latine, c'est-à-dire des swaps debt equity, réduction des dettes, et par conséquent, la Grèce qui fait 5% du PIB européen n'aurait absolument pas dû provoquer le cataclysme qu'elle a provoqué. C'est une totale absurdité. Et la troisième erreur fondamentale, c'est évidemment les politiques d'austérité généralisées en pleine période où le secteur privé se désendettait, puisqu'il subissait les effets de l'énorme montée des dettes pendant des années, toutes les années 2000, et ce secteur privé en plein désendettement, plus d'investissement, une consommation très molle, ne pouvait pas soutenir l'économie pendant qu'on faisait de l'austérité. Donc ce que les économistes appellent les multiplicateurs budgétaires ont joué à plein, ce qu'on savait, on savait que ça allait faire ça. Le Fonds monétaire lui-même l'avait dit, etc. Et donc on est tombé dans une récession massive et généralisée, et donc on s'est vraiment auto-infligé la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon, Michel Guetta, tout de suite parti sur en fait la façon dont la crise a été gérée. Moi j'aimerais bien, alors c'est peut-être pas ce que Eric et hier comptait dire, mais j'essaie de faire mon boulot, j'aimerais bien qu'on revienne quand même un peu aux épisodes précédents, parce que je fais le souvenir, pour avoir, je peux vous faire tous les papiers où on a dit que des bêtises dans l'alternative économique, mais je préfère parler de ceux où on n'en a pas dit. J'ai quand même le souvenir sur l'Espagne, à l'époque où c'était le bon élève de la zone euro, elle était en situation d'excédent budgétaire, etc. On a quand même dit, tiens, c'est curieux, c'est le pays du monde qui a le second déficit commercial le plus important après les États-Unis. Est-ce que ce truc-là, c'est vraiment soutenable durablement? Et puis, ils ont l'air d'acheter beaucoup d'appartements. Il y a 22% de gens qui bossent dans le bâtiment. Est-ce que c'est vraiment durable, cette affaire-là? Bon. Au fond, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment expliquer le fait que dans le fonctionnement même de la zone, le verre était dans le fruit. Alors, peut-être expliquer un peu ce qu'était le problème aussi d'une politique monétaire unique dans une zone où la convergence des économies c'est pas effectuée. Oui, effectivement. Peut-être qu'effectivement on peut repartir des critères qu'il y avait dans les traités. C'est que il me semble que l'erreur était là. C'est-à-dire qu'on pensait assez facilement que si on respectait une concurrence non faussée en Europe, et si on respectait une neutralité
budgétaire et monétaire, c'est-à-dire finalement on maîtrise les déficits et la dette publique, en dessous de 3% pour les déficits, en dessous de 60 points de dette publique, et qu'on maîtrisait l'inflation. Alors c'était des conditions à la fois nécessaires et suffisantes pour une croissance durable. Et finalement, la gestion économique était assez simple, et elle pouvait même être procyclique, et donc on a fait une mauvaise gouvernance de ce point de vue-là. Donc je pense qu'effectivement, l'erreur était là, et du coup dans les classements de beauté, on mettait l'Espagne et l'Irlande comme deux modèles avant la crise économique, puisque ça fonctionnait bien pendant cette période-là. Il y avait une convergence, c'est-à-dire que les pays qui étaient en retard, comme l'Espagne ou l'Irlande, rattrapaient les pays comme l'Allemagne et la France, et même la France rattrapait l'Allemagne en termes de PIB par tête, donc il y avait une convergence, on dit voilà, tout fonctionne bien. Et regardons les deux pays modèles, ce sont l'Irlande, l'Espagne, qui ont non seulement des excédents budgétaires, ils avaient 2% d'excédents budgétaires en 2006, ils avaient une dette publique en dessous de 60 points de dette publique, de 60 points de PIB, pardon. Alors ils avaient une inflation, effectivement, on pourra revenir là-dessus, mais globalement c'était eux, les bons élèves, et avec ça ils avaient 3,5 de croissance, c'était le tigre celtique, c'était le miracle espagnol, et il fallait tous qu'on soit un peu comme les Espagnols et les Irlandais. Donc je pense qu'effectivement, penser que c'était une condition nécessaire et suffisante était une double erreur, parce que d'abord la crise nous a bien montré que ce n'était pas une condition suffisante, et même, à mon avis, elle n'était même pas nécessaire. Pourquoi? Parce que, sans doute, les critères étaient mal établis. D'abord, le lien entre concurrence pure et parfaite et croissance de long terme. Vous voyez que si on est un peu schumpeterien et qu'on pense que la croissance de demain c'est l'innovation, bah, le lien entre entre concurrence pure et parfaite et innovation, elle n'est pas immédiate. On peut même penser, donc si on est très schumpeterien, que l'innovation, bah, c'est un peu de la création, de la destruction créatrice. Et donc il y a un coût dans un premier temps. Et si ce coût, et de suite la politique économique réagit en étant très procyclique, et du coup ça tue l'innovation. Et on voit bien l'écart entre une économie européenne très smithienne et une économie américaine très schumpeterienne. Donc effectivement, déjà de ce point de vue-là, on pouvait critiquer le traité. D'un point de vue budgétaire, on pouvait effectivement penser que, est-ce que d'abord 60 points de dette publique est une bonne mesure, pas au niveau de 60, mais au niveau de dette publique. Qu'est-ce que ça veut dire la dette publique brute? Est-ce qu'il ne fallait pas intégrer dans la situation des États des actifs détenus par les administrations publiques, comme les actifs financiers? C'est un peu plus facile d'évaluer que les actifs non financiers. Et si on avait regardé les actifs non financiers, et donc on avait regardé une dette nette financière, là le classement du concours de beauté aurait été complètement différent. Et les pays montrés du doigt, comme la France, admettons, qui disposent de beaucoup d'actifs financiers, auraient été montrés comme des bons élèves. Pourtant la situation patrimoniale était la même. Donc on voit bien que le critère n'était pas le bon. Le critère sur le déficit, on sait que c'est pas le bon non plus. Le déficit nominal, c'est pas une bonne mesure. Alors il y a certains économistes qui aimeraient un déficit structurel. Déjà c'est un peu plus intelligent d'un point de vue théorique, mais ça ne reste que du théorique parce que effectivement le structurel est quelque chose d'inobservable. Et donc il y aurait autant de définitions structurelles que d'économistes dans la salle. Donc effectivement c'était pas applicable. Mais on aurait pu dire, bon, le déficit, si on a du déficit parce qu'on investit, c'est beaucoup moins grave qu'un déficit de fonctionnement. Donc au moins essayer d'intégrer une notion et de retirer la notion de déficit, des notions d'investissement, ou en tout cas des bons investissements que l'on juge en tout cas efficaces. Donc vous voyez que déjà ces notions-là étaient un peu faussées et donc étaient énormément critiquées. Et donc si on jugeait uniquement les États sur ces critères-là, on avait sans doute une très mauvaise vision. Et puis alors ensuite, sur la politique monétaire, effectivement, avoir un taux d'intérêt et avoir une banque centrale qui n'a que comme seul objectif l'inflation et pas comme les autres banques centrales un double objectif d'inflation et de chômage ou d'inflation et de croissance économique était sans doute trop réducteur. Le fait qu'il ne soit pas prêteur en dernier ressort également, bon, tout ça a été dit par Michel. Oui, mais ça c'est ce que j'ai entendu constamment dire par vos collègues de l'OFCE, c'est-à-dire que la Banque centrale, elle était très méchante, elle avait uniquement comme objectif l'inflation, mais ce qu'on a vu quand même en Espagne, c'est que cet objectif d'inflation, qui pouvait être perçu comme un objectif punitif pour les pays qui avaient eux-mêmes déjà une phase d'inflation, entraînait des taux réels négatifs, et justement, les taux étaient encore trop élevés, étaient encore trop bas par rapport à ce que l'Espagne aurait dû avoir. Oui, parce que c'était au niveau européen, effectivement, ça pénalisait les vertueux en termes d'inflation,
Et ça a favorisé la bulle en Espagne, puisque les taux d'intérêt réels étaient extrêmement bas. Donc effectivement, c'était pas bien mené, et l'harmonisation n'est pas allée jusqu'au bout. On a été très dur sur l'harmonisation sur les déficits et la dette, beaucoup moins sur l'inflation, et donc la Banque centrale, effectivement, son rôle était extrêmement difficile. Et ensuite, effectivement, la gestion procyclique a été une erreur, mais ça a bien été rappelé par Michel Aglietta. Mais je pense que, si je devais un tout petit peu nuancer le propos de Michel Aglietta, je dirais que quand il dit que tout le monde savait que le multiplicateur était extrêmement élevé, non, justement, alors là, pour le coup, on peut dédouaner les institutions à ce niveau-là, parce que le consensus des économistes pendant la crise économique, c'était que les multiplicateurs étaient extrêmement faibles, au contraire, et qu'on pouvait faire de l'austérité, et que l'austérité n'allait avoir que très peu d'incidence. Et donc là, pour le coup, c'est pas les institutions, c'est plutôt les experts qui se sont trompés. Et il y a eu cette grande conférence en janvier 2013, où Olivier Blanchard a dit, excusez-nous, on s'est trompé, mais c'est janvier 2013. C'est-à-dire que pendant toute la crise, on a vécu avec l'idée que les multiplicateurs étaient proches de 0,5. Et je vous remercie d'expliquer à Nicolas Bavrez, avec qui je dialogue tous les lundis, et qui en est encore totalement persuadé. Donc, je me tourne vers Étienne Bosmer. Bon, là encore, vous allez évidemment dire ce que vous avez envie de dire, mais je me permets quand même, par rapport à l'ensemble des explications que j'ai entendues, est-ce que vous pourriez revenir un peu justement sur la question dès lors qu'on avait une politique monétaire unifiée, c'était quand même le principe même, avec des économies qui justement restaient des économies divergentes, qui n'avaient pas une convergence réelle complète. Qu'est-ce que pouvait faire une politique budgétaire qui, théoriquement, dans le cadre du pacte, était contrainte? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et aussi, évidemment, avec le recul du temps, quelles institutions il aurait fallu pour porter ça? Dans un contexte où le budget européen, depuis le sommet d'Édimbourg, comme budget commun, est maintenu à un point de vue du PIB européen maximum. Ça va, oui. En fait, j'ai regardé les publications d'Olivier Blanchard dans les années 2000, et en fait, les publications de la plupart des économistes dans les années 90, personne ne pensait dans les économistes que la zone économique européenne était une zone monétaire optimale. Tout le monde savait que, en se comparant aux États-Unis, on n'avait pas assez de mobilité du travail, donc un pays touché par une crise, les gens n'allaient pas partir massivement, sauf maintenant, où les Grecs partent et vont s'installer en Allemagne, mais il aura fallu 15 ans avant que ça arrive. Il n'y avait pas de transfert de capitaux et de budget d'un pays à l'autre. Et en fait, s'il y a eu une erreur de diagnostic, je pense qu'on a toujours pensé, on s'est référé à ce qu'on appelait les chocs asymétriques. On se dit qu'est-ce qui se passe si une région d'une zone monétaire est touchée par une récession et que les autres vont un peu mieux. Et on avait en tête que c'était des chocs. Et c'était une erreur de sémantique, parce qu'en réalité, ce n'était pas des chocs qui duraient 3-4 ans, c'était des tendances asymétriques, et c'est ce qui s'est produit. Pour revenir à Blanchard, il écrivait en 2005, tout allait bien, c'est-à-dire il y avait un gros processus de convergence. Le chômage en Espagne était passé de 25 à 10%, de 20 à 10%, on avait une croissance forte, on avait un certain nombre d'éléments qui nous faisaient penser qu'il y avait une vraie convergence, notamment celle des taux d'intérêt. Et on s'aperçoit qu'il y a un déficit des comptes courants des pays, il y a quelque chose qui n'est pas soutenable, que les capitaux vont vers le sud de l'Europe, vont vers la périphérie de l'Europe, quittent le cœur, et que du coup, ça entraîne un déficit assez chronique, il y a une balance commerciale déficitaire, et qui a un problème de compétitivité. On le disait en 2005-2006, c'était avant la crise, et la crise a révélé, c'était la deuxième étape, elle a révélé ces divergences macroéconomiques, et on s'est aperçu à contrario qu'effectivement il y avait un problème de gouvernance qui était double à l'intérieur des États européens et dans l'Union européenne. Alors à l'intérieur des États européens, c'est qu'on n'a pas réussi, pour ces pays qui bénéficient de cette croissance et de cette manne de croissance de la politique du taux d'intérêt, n'ont pas fait les réformes du marché du travail et du marché des biens, c'est-à-dire qu'on a continué à penser que cette croissance était une espèce de miracle, mais qu'il n'y avait pas de réforme de structure à faire. On s'est aperçu après coup que les banques avaient été mal contrôlées, qu'on avait investi, qu'on avait laissé la bulle immobilière se propager en Espagne. Donc ça, c'était une défaillance de gouvernance intra-pays. Et au niveau des pays, au niveau de l'Europe, on ne s'est pas calqué sur le modèle américain. Le modèle américain, il faut rappeler que c'est une zone monétaire optimale, où lorsque le PIB d'une des régions, un des États baisse de 100 €, il y a un transfert net de la fédération vers cet État qui est de l'ordre de 40%. En fait, il y a une baisse de la fiscalité sur cet État d'à peu près un tiers de ce choc, et il y a un transfert avec des stabilisateurs automatiques de l'Union fédérale vers l'État. Et ça, on n'a pas évidemment. Et
ce qui nous a manqué au fond pour arriver à ces transferts, c'est une structure de gouvernance qui permette d'asseoir la crédibilité et l'autorité de ces transferts. On ne peut pas, avec une Union européenne qui n'est pas démocratique, qui n'a pas d'élection, à part celle du Parlement, arriver à transférer massivement de l'Allemagne vers la France. Et alors le paradoxe ici, c'est qu'au moment où on avait besoin de ces transferts massifs du cœur de l'Europe, disons du Nord, pour simplifier, vers les pays du Sud, on s'est aperçu que c'était exactement l'inverse qui s'était mis en place. Et si on regarde les taux d'intérêt sur lesquels les États se financent, les dettes souveraines, ils sont montés à 40% en Grèce, ils sont montés à 8-9% en Italie. Par ailleurs, pendant la même période, les taux d'intérêt auxquels la France et l'Allemagne empruntaient baissaient. Et donc pour nous, c'était une très bonne opération. Donc les transferts ont été à l'envers. Alors, pas les transferts en termes de fiscalité de redistribution, ça passait par les marchés financiers et au taux auquel on emprunte. Mais on s'est mis dans une situation dans laquelle on a le seul mécanisme de transfert passé par les marchés et ça a joué en faveur de la France et l'Allemagne qui en avait moins besoin que la Grèce et l'Espagne. Alors il y a eu effectivement une énorme erreur qui a été de ne pas sauver la Grèce tout de suite. Effectivement, on savait qu'elle était insolvable. Je me souviens d'une conférence à Madrid en 2008 où les économistes qui étaient là, qui étaient allemands, parlaient avec une dureté inouïe de la situation macroéconomique en Espagne, en disant vous avez été des cigales, vous n'avez pas fait de réformes, c'est bien fait pour vous. Et ils parlaient de l'Espagne, ils parlaient de la Grèce. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation totalement bloquée où les opinions publiques qui attendaient de l'Europe qu'elle les aide et qui de facto les a aidés, à travers notamment la politique monétaire, se sont mis à vouloir terriblement aux Allemands et terriblement au nord de l'Europe parce que, évidemment, c'était la caricature facile. On a vu les drapeaux de partis d'extrême droite dans les pays du Sud. On a vu aussi les Allemands ramener à leur histoire. Et on a vraiment gâché quelque chose. Et je pense que l'erreur de diagnostic initial, c'est qu'on n'avait pas la gouvernance pour faire ces transferts massifs que l'Union européenne nécessite. Et une partie de ça vient d'un manque de fluidité des marchés des biens, marché du travail, et aussi de l'incapacité à gérer cette situation où, à un moment donné, dans une union monétaire, il faut accepter les transferts massifs qui peuvent atteindre, comme j'ai dit, 30% de la récession. Si je peux me permettre de vous titiller un peu, c'est clair que l'Union européenne, pour un économiste, n'est pas une zone monétaire optimale, où tous les facteurs circulent totalement librement et sans problème. Mais dans le même temps, si on fait référence au projet politique européen, et le fait qu'on a sorti l'euro du placard à la fin des années 80, dans un contexte où il y a eu aussi un compromis lié à la réunification allemande, l'Allemagne a cédé au fond sur quelque chose qui lui était extrêmement important, qui était le Deutschmark, qui était le symbole de sa démocratie et de sa prospérité retrouvée après la Seconde Guerre mondiale. En fait, on a unifié des pays qui étaient sur des niveaux de développement et des niveaux salariales extrêmement différents. Ce qui a rendu supportable, d'un certain point de vue, l'euro, et au-delà même de l'Union européenne, c'est précisément que la main-d'œuvre est peu mobile. C'est que tous les Portugais ne vont pas vivre dans le land de Hambourg, même si les salaires moyens dans le land de Hambourg sont 4 fois supérieurs à ceux du Portugal. Et le problème, en fait, devient aigu quand les taux de chômage divergent, quand vivre au pays avec sa famille, ses amis, devient quelque chose de difficile. Et c'est la grande difficulté pour nous, économistes, qui avons quand même, quelles que soient nos chapelles, une vision plutôt de marché, de libre circulation des capitaux, ou des biens, ou des personnes, d'arriver à penser quelque chose qui est éminemment contradictoire. L'erreur de diagnostic, c'est de mettre l'accent sur les déficits publics. C'était pas ça le problème. Et quand l'Espagne s'est rentrée dans sa récession, il y a à nouveau le FMI qui a fait des études qui a montré que si l'Espagne avait été en excédent des comptes publics, ça aurait à peine changé la récession. C'était vraiment un problème de déficit commercial. Et au fond, toute la gouvernance qui était pensée pour limiter le déficit à 3% et la dette à 60% est passée à côté de ce qui était le vrai problème, c'est-à-dire la compétitivité des pays. Et dans une zone monétaire, c'est fatal que la monnaie n'ajustant plus les différences de compétitivité, il va y avoir des divergences. A posteriori, c'est facile de le dire, mais il faut qu'on pose le problème sur ces bases. C'est qu'est-ce qu'on fait pour régler la gouvernance des pays quand il y a des divergences de compétitivité. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut intervenir à la place de la Grèce ou de l'Espagne pour faire baisser les salaires? Est-ce que ça veut dire qu'il faut réformer le marché du bien à leur place? Et ça, évidemment, on ne peut pas, parce que personne n'a la légitimité démocratique pour intervenir de façon aussi fine, non pas dans les comptes publics, mais dans la microéconomie de la gestion. Et on peut comprendre les Allemands qui ne souhaitent pas avoir toute une partie de l'Europe qui devient une sorte de budget journaux durable qu'il faudrait financer par des flux permanents. Et donc, le problème que vous posez est un problème extrêmement élevé. Alors, maintenant, si vous voulez, on va revenir à la question institutionnelle que Michel Guetta a déjà commencé à aborder en montrant comment la conception finalement de l'institutionnalisation de l'État est extrêmement différente en France et
en Allemagne. Si on essaie de faire la relation entre cet écart, cette différence, et ce qu'on peut mettre finalement sous le capot par rapport au problème auquel on est confronté, dont on vient de parler, est-ce qu'on n'aurait pas une Allemagne qui, d'un certain point de vue, en vertu de sa logique ordolibérale, rêve d'une Europe avec des règles qui sont très contraignantes, mais qui n'a pas forcément une solidarité très forte, alors que la France vend une solidarité, surtout si c'est l'Allemagne qui paye d'ailleurs, mais extrêmement réticente à ce qu'il y ait un fédéralisme qui vienne légitimer éventuellement un budget commun plus élevé, des règles qui seraient des règles institutionnelles qui pourraient supporter cette solidarité. Et donc, par rapport à ce grand écart, qu'est-ce qu'on a déjà eu dans le traitement de la crise comme avancée réelle, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu des pas en avant qui ont été extrêmement importants, eu égard aux principes sur lesquels certains pays, notamment l'Allemagne, avaient dit qu'ils jamais ne transigeraient. Donc ils ont quand même accepté beaucoup de choses. Et dans la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut arriver à sortir d'une logique strictement intergouvernementale comme celle qui prévaut aujourd'hui quand même. Oui, non, je crois qu'il ne faudrait quand même pas trop nier l'histoire au point où on le fait. Les États-Unis n'étaient pas du tout une zone monétaire optimale. Les États-Unis sont devenus les États-Unis, c'est-à-dire un espace monétaire unifié, en 1792, lorsqu'un choix politique décisif a été fait. Hamilton l'a emporté sur Jefferson et le Congrès a unifié les dettes publiques, c'est-à-dire a fait que les dettes publiques des États liés à la guerre, qui étaient extrêmement contradictoires, ils n'avaient très endettés, d'autres pas endettés, ils se mangeaient le nez les uns les autres, et a été transformé en une seule dette et a créé par conséquent un trésor. Ce sont les institutions politiques qui font l'économie, qui font qu'ensuite, et pendant quand même plus d'un siècle, il ne faut quand même pas oublier que le budget important dont on parle aux États-Unis sort de la Grande Dépression, donc sort 150 ans après le début de l'existence des États-Unis. Donc le point important, c'est ce lien fondamental entre le budget et la monnaie. Et c'est ça qu'il nous faut, je veux dire. C'est ça qu'il nous faut, et ce qui veut dire que pour rendre l'euro monnaie complète, c'est pas un État fédéral dont on a besoin, c'est une fédération d'États, en ce sens que ce sont les institutions minimales pour que l'euro soit complet qui comptent. Il n'y a pas besoin d'armée commune, de police commune, de tout un ensemble d'institutions culturelles communes pour faire l'euro monnaie complète. Ce qui existe dans le cas d'un État fédéral, ça. Non, c'est des fédérations d'États, c'est pas du tout pareil. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Eh bien, reprenons les caractéristiques de ce que c'est que les fonctions d'un État. Il y a des fonctions de stabilisation, fonctions de redistribution, fonctions d'allocation. La fonction de redistribution est verrouillée par le fait qu'en effet, là, il y a des intérêts qui peuvent être opposés parce que nous avons aujourd'hui des États créanciers, des États débiteurs. Par conséquent, il est extrêmement difficile de passer par des transferts permanents. Et dans les deux autres fonctions, stabilisation et allocation, si on regarde la situation où on est, comment l'améliorer, c'est du win-win, c'est-à-dire que tout le monde y a intérêt. Donc la question, c'est de trouver la voie. La voie a commencé à être trouvée, pourquoi? Parce que finalement, les États ne sont pas antagoniques les uns avec les autres, en ce sens qu'ils ont démontré qu'ils voulaient préserver l'euro. S'il existait des États importants dans la communauté dite de la zone euro aujourd'hui, qui ne voulaient pas préserver l'euro, la situation serait perdue. Ils ont démontré qu'ils voulaient préserver l'euro dans les différents compromis successifs qu'ils ont faits. Et qu'est-ce qui a été fait? Il y a déjà en effet une union budgétaire. Cette union budgétaire ne rend plus indépendant comme avant les lois de finances. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des semestres européens, c'est-à-dire un va-et-vient entre le niveau européen et le niveau national pour fabriquer les budgets de chaque année. Cela est mis dans un programme à moyen terme qui n'existait pas avant. L'annualité budgétaire n'allait pas plus loin que l'année. Maintenant, les États sont obligés de faire des programmes de stabilité à moyen terme sur 5 ans. Et ça, c'est le Parlement européen le regarde. Donc vous avez déjà un processus de coordination. Le problème d'aujourd'hui, c'est que ce processus de coordination est dans un carcan de règles totalement contradictoires qui sont accumulées du passé et qu'on a rajouté au lieu d'être de la coordination active, de l'action collective.
Il faut donc passer d'une coordination par des règles rigides qui sont non contingentes à la situation économique à de la régulation collective. Alors, il me semble, moi, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Alors, il faut évidemment que les politiques des États soient évaluées et évaluées publiquement, en sorte que leur légitimité démocratique puisse être vérifiée. On a créé pour ce faire des hauts conseils de finances publiques, en effet, qui sont des instances indépendantes d'évaluation des politiques budgétaires et de leur adéquation au programme de stabilité à moyen terme. Mais ils sont séparés. Mettre en réseau les différents conseils des finances publiques donnerait un processus d'interaction tout à fait important pour une évaluation collective, si vous voulez, des politiques budgétaires et de leur trajectoire. C'est le premier niveau, c'est-à-dire une instance d'évaluation qui soit déjà un mode de coopération entre des entités indépendantes qui se parleraient et qui par conséquent arriveraient à un degré de compréhension et d'analyse des tensions budgétaires beaucoup plus important que tout ce qui a jamais existé. Le deuxième élément, et ça je pense que c'est pour préfigurer ce qui devra être un trésor européen, pour vraiment que l'euro soit comme monnaie complète, il faut une banque centrale dont le statut soit développé, est en train de se développer sur toute la régulation financière, en plus de faire la politique monétaire, et donc il faut que l'union bancaire complète soit faite, bien sûr, et il faut, 10 ans, un trésor plus tard. Mais ce trésor, on ne peut pas l'avoir tout de suite, parce qu'il faut un traité pour ça, hein, un changement de traité. Or, il faut avancer sans nouveau traité. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut garder la procédure que nous avons faite pour préparer l'euro. Pour préparer l'euro, on n'a pas dit, ben voilà, on a décidé de traiter l'euro, faire l'euro, puis demain, il y a l'euro. Non, la Banque centrale, on ne savait pas ce que c'était, son statut n'était pas connu, on ne savait pas même comment elle pouvait être organisée. Les banques centrales n'étaient pas toutes indépendantes, les banques centrales nationales, la Banque de France en 91 ne l'était pas. On a fait une instance intermédiaire qu'on a appelée l'Institut monétaire européen dans le cadre des traités existants. Il n'y avait pas besoin de faire une constitution pour ça. Et cet Institut monétaire européen a mis en rapport les différentes staffs des banques centrales, leur a déjà permis de travailler ensemble, a préparé les statuts de la monnaie, etc. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment aller dans le sens que j'ai dit, qui est le sens d'arriver à une politique budgétaire, si vous voulez, complètement coordonnée, il faut construire un institut budgétaire européen, le pendant de l'institut monétaire, qui commencera à jouer ce rôle. Et le point important, c'est qu'il devrait avoir parmi ses membres, à la fois des membres des trésors des pays membres, évidemment, parce que c'est ceux qui font les budgets, et des membres des commissions des finances des différents parlements, de façon à ce que l'aspect démocratique soit présent, et qu'on sorte enfin d'une coordination purement intergouvernementale. Et le rôle de cet institut budgétaire européen, et surtout pas la Commission, qui n'est pas un organisme démocratique, pour pouvoir jouer le rôle si vous voulez, de coordination effective, prenant des décisions, en quelque sorte, qui permettrait d'avancer dans ce sens. Et il me semble que ces deux éléments sont importants, qui permettraient beaucoup plus de stabilisation entre les pays d'Europe, entre les pays de la zone euro. Et le troisième élément, c'est que nous n'avons pas de croissance. Nous n'aurons pas de croissance s'il n'y a pas d'investissement. La situation actuelle est telle que les entreprises ne voient absolument pas comment elles peuvent investir. La consommation privée reste extrêmement molle. Et d'autre part, on a besoin d'investissements différents. On a besoin d'affronter enfin le changement de régime de croissance. On a besoin d'affronter la transition énergétique. Et bien, ça veut dire qu'il faut un programme européen d'investissement. Et ce programme européen d'investissement suppose, il ne sera pas financé par des budgets évidemment, mais il suppose une entité financière qui permet de contourner l'obstacle budgétaire. Cette entité financière, appelons-le Fonds d'investissement européen. Il lui faut une allocation initiale, c'est vrai, il faut une dotation en capital. Et donc, il faut que les États s'engagent à vouloir enfin faire un programme d'investissement, c'est pas plus que ça. Mais pour une dotation en capital, si vous voulez, qui aurait, supposé qu'elle soit de l'ordre de 100 milliards,
Lui, il peut émettre des obligations sur le marché, parce qu'il aura la garantie de toute l'Europe. Hein. Il peut mettre les obligations pour c'est bien un levier d'environ 10, quoi. Il peut émettre 1 trillion de dollars d'obligations. Et ces obligations seront achetées par le monde entier, par tous les investisseurs institutionnels. Parce que si les Chinois en particulier, que je connais un petit peu, ont comme intérêt, c'est de pouvoir diversifier par rapport au dollar, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Il n'y a pas du tout aujourd'hui, si vous voulez, de catégorie de titres qui ait une boussole suffisante pour des investisseurs à long terme. Ils le pourront. Pareil pour les fonds souverains pétroliers, les fonds d'investissement, les fonds de pension, etc. Ce qui veut dire qu'on peut lever à ce moment-là un ensemble de capitaux privés par cette interaction publique-privée. Et lui, c'est pas lui qui va financer les projets individuels, mais c'est un intermédiaire financier non bancaire, et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Les banques ne sont pas capables de financer ce programme de cette ampleur. Et bien, celui-là, il va financer des banques de développement, des fonds de private equity, des projets de banque, si enfin la Commission met son programme de transport transeuropéen de chemin de fer et le réseau d'interconnexion d'électricité dont on manque énormément. Et par conséquent, comme il dit, le risque sera largement diversifié, on peut penser qu'il sera capable de livrer un taux de rendement des obligations à peu près correct. Bon. Alors, là, on vient d'avoir le récit enfin, vous avez commencé en me disant que rien de tout ce que vous aviez énoncé n'était impossible, puisque l'ensemble des États avaient montré, au fond, le fait qu'ils souhaitaient préserver l'euro. Donc, dès lors que tous les États avaient eu un comportement, alors qu'on peut discuter et contester dans la gestion de la crise au jour le jour, mais qui était quand même dans le sens de la préservation de l'euro, en quelque sorte, ça valait le coup de réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Alors, voilà. Alors du coup, après le programme que vous avez énoncé, du coup, je me tourne vers mon voisin avec deux questions. C'est d'une part, est-ce que vous pensez que ce qui a été exprimé par Michel Aguileta est une bonne solution? Et est-ce qu'en même temps, vous pensez que c'est réaliste de penser que tout ça pourrait se mettre en place? Parce qu'il y a quand même une interrogation, c'est pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, les freins qui font que, entre les rivalités des États, justement les logiques institutionnelles auxquelles on est confronté, on n'est pas parvenu jusqu'à présent, et qu'on a pris tellement de temps dans la façon d'affronter la crise, qu'on a laissé se développer une situation dont on est sorti. Je vois effectivement les projections de taux de chômage sur les prochaines années, et l'effet extrêmement destructeur sur les sociétés que peuvent avoir des taux de chômage dans des pays. Enfin, moi je suis quand même en très grande partie d'accord avec Michel Aguileta, donc ça complique un peu ma position, mais globalement peut-être que c'est dans le court terme où on peut dire que le schéma va être difficile. Mais ça a été un peu dit, de toute manière, je ne vais pas être en complète contradiction. Ma question, c'est que j'ai vu les prévisions bêtement de croissance de chômage de l'OCDE pour l'Espagne, 25 cette année, 26 l'an prochain et 25 encore l'année d'après. Peut-être que les nuances que je peux apporter au discours de Michel Aguileta, c'est sur son aspect coopératif. Tu as beaucoup dit la coordination. Moi, je ne pense pas que les politiques aujourd'hui soient coordonnées. Elles sont systématiques, elles sont communes, mais elles ne sont pas coordonnées. Et justement, pour le moment. Et donc, il faudrait aller vers beaucoup plus de sur-mesure et de coordination. On reste dans une logique de super GOP, mais on n'est pas dans une politique de coordination budgétaire avec un intérêt commun qui se décline. Exactement. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup avancé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on reste avec des schémas, typiquement sur la politique budgétaire, de réduction rapide des déficits et de convergence, et pas de politique qui serait un peu plus sur mesure en disant, compte tenu de la situation, il faut aller ralentir la réduction des déficits dans certains pays, l'accélérer dans d'autres, il faut que des pays qui étaient des consommateurs deviennent plutôt des producteurs. Enfin, donc, toute cette logique européenne n'est pas raisonnée, et donc ça amène à des politiques encore moins coopératives d'un point de vue commercial. Et donc aujourd'hui, malgré une monnaie unique et des stratégies communes, on voit bien que c'est du chacun pour soi. Et que tous les pays essayent de s'en sortir en gagnant un peu des parts de marché, non pas sur les pays de l'Est, enfin sur les pays extérieurs à la zone euro, mais bien à l'intérieur de la zone euro.
On ne va pas tous se suicider en sortant. Vous pouvez quand même nous dire un petit mot sur le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire. Non, mais il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées et ça a bien été dit par. Qui était quand même inespéré. Non, mais bien sûr, même l'OMT est sans doute une énorme avancée. Et si aujourd'hui les taux d'intérêt sur les OAT à 10 ans en Espagne, en Italie ou même en Grèce ont chuté, c'est parce que la Banque centrale a bien fait ce pas de l'OMT. Donc il y a eu plein d'avancées, mais il me semblait que Michel Aguetta était très clair là-dessus, mais on peut le dire. On peut maintenant dire où est-ce qu'on peut aller. Donc on voit bien que... Donc, je suis désolé de vous demander de répéter la même chose, mais c'est quand même des questions un peu compliquées. Oui. Et le fait qu'Éric Heyer ait compris ce qu'a dit Michel Aguetta ne ça ne sera pas seulement. J'aimerais bien aussi que tout le monde comprenne, quitte à répéter deux fois la même chose, de quoi vous parlez. Non, mais bon, peut-être montrer deux, trois différences tout de même. Moi, il me semble qu'une possibilité, il faut aussi qu'il y ait un contrôle démocratique sur notamment sur l'aspect budgétaire, ce qui manque. Il me semble que les projets de bonds sont aussi un bon instrument, mais ça, tout ça a déjà été dit. Je pense qu'on pourrait aller vers ce qu'on appelle, pour sortir de cette logique d'austérité, aller vers non pas des eurobonds, parce que ça nécessiterait justement un budget commun, un impôt commun, un gouvernement, etc. Et ce serait trop long, mais aller vers ce qu'on appelle des unions de bonds, qui serait en fait un titre financier composé de toutes les dettes nous sommes pondérés de toutes les dettes par rapport à leur taille, et ça permettrait d'injecter de la liquidité, ça permettrait à la Banque centrale également d'intervenir, et donc ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes pour les pays qui sont en grande difficulté d'un point de vue budgétaire, d'arrêter de chercher des politiques non coopératives pour s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, il en est bien là, puisqu'il n'y a pas tous ces transferts, puisqu'il n'y a pas de coopération, et qu'il y a une austérité un peu à marche forcée, on est obligé, si on veut avoir un peu de croissance et faire baisser le chômage, essayer de trouver des solutions dans une désinflation et donc vers la déflation. Donc il faut à tout prix, effectivement, trouver des solutions pour cela, mais elles existent et on arrive petit à petit à ces solutions. Donc je ne suis pas... à court terme, j'ai encore quelques craintes, et que la principale crainte soit la déflation, et que de ce point de vue-là, le fait de dire tant qu'on n'est pas en déflation, on a l'impression qu'en zone euro, il faut attendre d'être vraiment en grande difficulté pour faire des avancées institutionnelles. Je pense que la déflation est le risque majeur, et si on attend d'être en déflation, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc il faut prévenir ce risque et justement agir avant que ce risque de déflation intervienne. Mais il me semble que là, il y a des avancées quand on écoute la Bundesbank et quand on écoute la Banque Centrale Européenne. Votre réaction? Je pense qu'on allait trop vite dans la discussion parce qu'on parle de solutions institutionnelles, mais on n'a pas parlé des solutions économiques, ou en tout cas qui régulent l'économie. C'est quoi la solution économique? Je suis d'accord, c'est la politique qui... en tout cas, on aimerait tous vivre dans un monde où la politique détermine l'économie, mais en attendant que ça arrive, d'abord il faudrait que ce politique soit démocratiquement élu à l'échelon européen. Tant qu'on n'y est pas, il y a des arrangements entre États avec des coalitions de gens qui ont, comme vous l'avez très bien dit au tout début, qui ont des intérêts extrêmement différents et même des philosophies de l'action de l'État très différentes. Donc je pense qu'on n'y est pas du tout. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on a en tête de politique? Est-ce qu'on veut faire une relance concertée au niveau européen? Ou est-ce qu'on veut faire que les austérités soient au contraire échelonnées, c'est-à-dire qu'on le fasse de façon coordonnée mais différenciée dans le temps? Juste sur l'histoire des relances, je ne peux pas m'empêcher de titiller. On vient de faire passer les dettes publiques de la zone euro de 65% à 95%. Maintenant, ça fait 30 points de PIB qui ont été injectés dans l'économie, par nécessité. Mais ça veut dire en gros 6 points par an. Donc c'est quand même beaucoup. Donc, on peut continuer. Et je pense qu'il y a un moment où effectivement ce serait une façon de précipiter ou faciliter des réformes de structure à nouveau. Si on ne les fait pas, on va les faire dans les pires conditions et ça va être ce qui se passe en Grèce. Donc ça veut dire qu'effectivement, je suis d'accord qu'il y a un moment où il faut relancer. Mais on n'a pas énormément de marge de manœuvre au niveau fiscal ou au niveau monétaire. Donc prendre ça avec un peu de prudence.
Effectivement, l'austérité, tout le monde en même temps, c'est absurde, parce que ça fait des effets récessifs avec les multiplicateurs entre les différents pays qui sont plus élevés, donc c'est pas la bonne façon. Et puis une dernière chose, mais ça c'est une contrainte politique, c'est un peu difficile pour les Français et nos ministres d'arriver au moment où on ne respecte pas les propres règles qu'on a adoptées, de dire on va changer les règles, on va faire différemment de ce qu'on a fait. Et dans une position de négociation, arriver en disant bon, j'ai pas respecté les règles, on va les changer, on part pas dans de très bonnes conditions pour la négociation face à des opinions publiques qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous on a fait des efforts, on a fait des réformes sur notre marché du travail, on engrange les fruits de ça, on contribue, c'est ce que fait l'Allemagne, à la relance parce que les prix commencent à augmenter, les salaires commencent à augmenter. Il y a un salaire minimum, donc tout ça fait que, après avoir fait les efforts, arrive le réconfort, et ça va peut-être pas assez vite, peut-être pour Eric, mais en tout cas c'est ce qui se passe. Et nous, c'est le moment où il faudrait probablement consolider nos réformes, et on ne le fait pas. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit dans une bonne position pour faire bouger tout ça. Sur l'histoire des dettes, et des dettes européennes, alors il y avait une proposition qui a été faite ici, ou en tout cas c'était pas comme ça que j'ai entendu, mais qui pensait à introduire des dettes juniors et des dettes seniors, c'est-à-dire qu'il y aurait des dettes seniors sur les dettes européennes, et puis il resterait un résidu de dettes juniors, c'est un peu technique, mais en gros, ça veut dire que ce sont, en cas de défaillance, les premières qui font défaut. Et je ne suis pas certain que ce genre de proposition soit suffisamment robuste, parce que dès lors qu'on commence à créer des distinctions de dettes, on sait très bien que ça peut renforcer en fait les peurs des acteurs de marché et contribuer à la flambée des taux, au moins sur cette partie de la dette qui n'est pas sécurisée au niveau européen. Donc tout ceci pour dire que je ne suis pas extraordinairement optimiste sur le devenir de la zone, c'est-à-dire qu'on va avoir une croissance faible pendant les prochaines années. Les seules solutions qui sont présentées, qui sont mises en place sont une déflation et des évaluations compétitives, avec des salaires qui baissent et des fonctions publiques qui rabotent, donc c'est très coûteux socialement. Une alternative, c'est de croire dans une espèce de relance avec 10% du PIB européen, 1 trillion, je ne sais pas, mais pour l'instant on n'y va pas encore tout à fait. Et une troisième solution qui est une explosion de la zone euro, j'espère qu'on va pas y arriver, peut-être qu'un jour la question se posera de façon plus nette, avec une banque centrale qui sera installée à Naples ou à Coimbra au Portugal. Bon voilà, en tout cas c'est clair que on n'est pas dans une situation où on a une solution économique simple. Voilà, et c'est pour ça que je le dis pour venir au début de la discussion, quelle est la solution politique quand on ne sait pas complètement si on est d'accord sur une solution économique. Donc, je propose qu'on maintenant prenne des... Comment ça marche là? Vous faites circuler le micro dans la salle, on prend des questions. C'est pas à vous de le faire? C'est à qui de le faire? Voilà. Donc, voilà. Non. Vous avez un micro là? Bon, bah, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Laisse-moi. Voilà, une question là-bas. Et vous donnez le micro à la personne que je vous désigne pour vous donner. Je voudrais demander en fait sur la crise. Rapprochez le micro de votre menton. Sur la crise qui aurait en fait aurait débuté en 2-7-2-8, sur cette durée de crise. Je voudrais qu'on soit un petit peu, qu'on essaye un petit peu d'être clair sur cette durée de crise. Parce que si on la compare en fait avec 29, je voudrais essayer qu'on puisse faire au moins un parallèle. Quelle est la durée de cette crise? Est-ce que c'est une crise de 3 ans? Est-ce que c'est une crise de 10 ans? Quelle a été la puissance de cette crise à partir de 2-7-8? C'est-à-dire que lorsque effectivement nos gouvernants, en 2012 par exemple, disent un certain nombre de choses à faire, est-ce qu'ils sont conscients de la durée de cette crise? Si quel est, au niveau même de, est-ce que la crise de 2-7-8 n'est pas une sorte de puissance, je ne sais pas, de puissance au carré, peut-être plus, de la crise de 29. Donc, au niveau de cette crise,
Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut peut-être essayer de comprendre que cette crise, elle dure, elle va durer, et prévenir en fait les gens, je veux dire, de cette durée. Or, cela, apparemment, politiquement, n'a pas été vraiment fait. Merci. Vous récupérez le micro, s'il vous plaît. Et on va prendre une question, madame. Moi, j'ai mon micro déjà. Oui, bonjour. Il me semble que vous avez dit tout à l'heure que la Banque Centrale Européenne, à la différence des autres banques centrales, n'avait pas pour objectif autre que le cadrage de l'inflation. Je pense que dans la réflexion sur les institutions européennes, ce serait important de clarifier qui est en charge, si ce n'est pas la Banque Centrale Européenne, quelle institution serait en charge justement de la croissance, du plein emploi, parce que tout ça, c'est pas défini. Et lorsque vous parlez de coordination d'indicateurs, je trouve qu'on est encore beaucoup sur des indicateurs déficit d'aide publique, même si on doit les coordonner. Or, il y a malgré tout des indicateurs économiques, d'autres en tout cas, effectivement, les commerces extérieurs, mais surtout la croissance. Il faut bien que ce soit un objectif quelque part. Sinon, la croissance, au moins le plein emploi, avec une nouvelle croissance, etc. Et là, on a l'impression qu'on considère toujours que ça viendra en plus. À partir du moment où on aura plus de déficit, où on aura la concurrence, ce que vous disiez au départ, eh bien, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'en plus de cette coordination, il faudrait qu'il y ait aussi des objectifs clairs, et je pense que ça poserait moins de problèmes politiques si au moins il y avait une institution quelque part qui se sentait responsable de ça. Oui. Madame. Allô, oui. Moi, j'aurais aimé avoir votre appréciation, l'appréciation de chacun de vous sur un débat qu'on entend beaucoup, c'est la sortie de l'euro. Marine Le Pen n'est pas la seule à parler de ça. Il y a dernièrement des livres qui sont sortis. Je pense au livre de Frédéric Lordon qui s'appelle La Malfaçon. Il y a aussi le livre de journalistes de l'Express, notamment, qui après avoir suivi toute la crise de la zone européenne, on en déduit également que peut-être la meilleure façon de s'en sortir, c'était de sortir de l'euro. Alors bien sûr, ces analyses prennent acte du fait qu'il n'y a pas de réelle volonté des États à aller vers un fédéralisme. Vous semblez encore avoir cet espoir. Du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui. On va prendre encore une question, monsieur. Là. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour messieurs, j'aurais voulu juste avoir votre avis sur une question qui pour moi est très importante dans le cadre institutionnel. On a parlé évidemment de différentes conceptions du lien social et de l'État, de différentes conceptions de la coordination, mais est-ce qu'il ne manque pas au débat qu'on est en train de construire un volet social? Quelle est la vraie politique sociale qu'on cherche à monter dans le cadre européen? Est-ce que c'est une politique qui est aussi libérale que l'orientation économique qu'on veut faire prendre? Ou est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'occulter et de perdre un modèle européen qui a été construit à travers les âges? Je vous laisse répondre en premier. Vous êtes amené à nous quitter dans... Alors ça tombe bien parce que je pense qu'il y a un troisième tour où on disait nos solutions. Donc j'ai différé un peu les solutions. Alors pour moi, elles sont complètement à long terme, elles sont à court terme. Je ne pense pas qu'on va réussir à faire ce genre de choses, mais ça peut aller plus vite que ce qu'on croit. À partir du moment où on constate les impossibilités politiques et économiques, les solutions qui paraissent impossibles vont beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Donc ce que je vais vous dire, c'est qu'il me semble qu'il faut un budget fédéral important qui permette de transférer massivement quand un pays est touché par la récession. Et on aurait dû faire ça pour la Grèce tout de suite, ça aurait rien coûté, ça aurait évité la propagation de la crise et l'incendie dans le sud de l'Europe. Et je pense qu'on nécessairement, le jour où on sera entre la possibilité d'avoir deux zones euro qui divergent, ou euro du Nord, euro du Sud, ou une solution de ce type-là avec un budget fédéral, je pense qu'on y arrivera assez naturellement. Ça implique juste. Je veux juste vous poser une question là-dessus. C'est pas pour vous interrompre, parce que si vous pensez ça, je serais très content que vous puissiez répondre à ma question. Je souhaite ardemment que vous ayez raison. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que dans des États complexes, je pense aux États-Unis dans les années 30, qu'un budget fédéral s'est développé, ça a été pour développer de nouvelles politiques publiques qui sont rajoutées aux politiques anciennes. Or, aujourd'hui, moi qui suis un
fervent défenseur de la dépense publique, mais on voit mal quand même avec beaucoup d'imagination, quelles sont les nouvelles dépenses supplémentaires qu'on pourrait faire. Quand on se rend compte que s'il y a une scission de la zone, l'euro de Deutschmark va s'apprécier de 15%, qui vont perdre en compétitivité, il faut leur calcul et dire qu'on veut transférer 1% du PIB vers le sud de l'Europe que d'avoir une appréciation de 15% de nous. Donc c'est pas si compliqué que ça en fait. Et en revanche, je suis d'accord qu'on va peut-être pas imaginer une nouvelle politique avec de nouveaux bonds pour faire des grandes politiques, ça serait bien et ça donnerait un espoir européen, mais je pense que clairement c'est vraiment pour des transferts. Les transferts qu'on avait mis en place dans les années 90 avec les fonds de cohésion et autres, qui ont effectivement servi au développement des pays, je pense qu'il va falloir renforcer ça et peut-être permettre de faciliter la réforme de structures à nouveau qui sont pour l'instant assez difficiles à mettre en place. Alors pour ça, juste pour avoir un budget fédéral, ça ne se fait pas sans un débat démocratique très fort. Je pense que ce n'est pas le Parlement qui va être en charge de ça, ça va être la Commission, et je ne vois pas comment on peut échapper à avoir un président de Commission qui soit une stature internationale suffisamment forte pour passer au-dessus des résistances nationales. Je me souviens quand Tony Blair s'était présenté pour présider la Commission, évidemment ça embêtait tout le monde, d'abord parce qu'il avait soutenu la guerre en Irak, mais aussi parce qu'il avait autant de charisme, voire plus que la plupart des gouvernements européens. Et donc c'était une menace pour nos dirigeants. Et il faut vraiment arriver, on a dit Manuel Barroso qui n'a pas cette capacité à contourner les États en s'appuyant sur les opinions publiques. Donc la seule solution, c'est d'avoir un suffrage universel, peut-être pas direct, qui permette d'asseoir l'autorité d'un président de commission, qui constitue sa commission avec l'accord, avec une ratification par les États membres, et qui lui donne une main pour gérer ce budget, qui n'a pas besoin d'être énorme. Il suffit que ça soit 1, 2 ou 3% du PIB européen, ce qui serait déjà gigantesque, en plus de ce qui existe déjà, mais en tout cas qui permet de transférer massivement et qui rende les comptes démocratiquement. Je pourrais essayer de répondre à 2-3 questions. Sur la crise de 29, moi je suis pas sûr que ce soit une crise plus violente que celle de 29. Alors, le début est identique, c'est-à-dire que même les déterminants sont identiques. C'était une sorte d'innovation financière mal maîtrisée, c'était les Collins 129, là c'est les subprimes, il y a à peu près les mêmes ressorts, des taux d'intérêt faibles, des endettements trop élevés, etc., etc. Sauf que la réponse de politique économique a été complètement différente. C'est-à-dire qu'en 29, on a laissé finalement les faillites en cascade et on a laissé finalement la purge se faire. Enfin, c'est ce qu'on pensait, hein. On disait qu'il fallait faire ça, sinon c'était... il fallait que les gens apprennent et que les agents apprennent. Mais donc, si vous vous souvenez, enfin non, mais si vous vous rappelez les chiffres, 29, effectivement il y a une récession, mais les chiffres ça fait moins 6% en 30, moins 7% en 31. Enfin, on a eu un début de crise identique en 29, mais ensuite il y a eu, dans cette crise de 2008, une réaction de politique économique qui n'était pas du tout celle de 29. Donc on a tout de même appris, et donc il y a eu tout de même l'arrêt de la destruction à partir de 2010, et même si on a du mal à se souvenir, mais y compris en France, en 2010 on fait 1,7 de croissance, en 2011 on fait 2% de croissance économique. Vous voyez, c'est pas la préhistoire, hein, alors qu'en 29, en 30-31, on était encore en récession, le chômage augmentait, les faillites des banques étaient en cascade, donc c'est pas du tout la même histoire. Et vous savez que le premier trimestre de 2011, on est quasiment revenu au niveau de production du premier trimestre 2008. Donc on avait quasiment effacé la crise. Le problème, c'est qu'après, on a eu 0 de croissance en France en 2011, 2012 et 2013. Mais vous voyez, 0 de croissance, c'est pas de la récession. Et donc, si on se prend 3 ans après la crise économique, on a échappé à 29. Ça ne veut pas dire pour autant que la crise ne va pas durer et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir retrouvé ces niveaux de production d'avant-crise, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la crise économique. Là, je suis d'accord avec vous. Et vous voyez, c'était juste pour faire un bémol, 29, c'était pire que ce qu'on a vécu. Alors ensuite, on sait que quand une crise, et notamment aussi puissante qu'une crise financière, on met du temps à s'en sortir, qu'il y a un impact sur à la fois le niveau de croissance, le niveau de production potentielle et le niveau du taux de croissance potentiel. Et donc, effectivement, il y a un effet de marge d'escalier et que ça va prendre du temps avant de retrouver. Donc, je ne dis pas qu'on est sorti de la crise, mais attention, on a quand même évité l'écueil de 29 et par contre, on va garder trace de cette crise pendant un certain nombre d'années. Je laisserai la parole sur les indicateurs, je ne vais pas répondre à tout. Donc, mais ce qu'il faut tout de même rappeler, c'est que la Commission européenne a pas que les indicateurs de déficit et de dette. En fait, il y a 10 indicateurs. Pouvait être taxé d'excédents commerciaux autant de déficit que d'excédents. C'est-à-dire que, souvenez-vous, l'Allemagne a été taxée
d'excédent commercial trop important. Donc dans les 10 indicateurs, vous avez effectivement les déficits, la dette, l'inflation, mais vous avez aussi les excédents, ou les déséquilibres commerciaux. Alors, c'est pas asymétrique, c'est-à-dire que vous êtes taxé à 6 points de PIB en excédent, et à partir de 6, et à partir de 4 en déficit. C'est marrant de ne pas avoir mis un truc très symétrique. On accepte un peu plus des excédents que les déficits. Et il y a quelque part de chômage aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser 10%, enfin, c'est un critère. Bon, alors après, on n'aurait pas, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de critères sur les inégalités, il n'y a pas de critères sur est social, et que ce qui est mis en avant, c'est essentiellement les déficits de la dette, mais en fait, quand vous le lisez bien, il y a bien 10 critères, et des critères sur l'emploi et le taux de chômage, mais on n'a pas l'impression qu'on les regarde de près. Avant de donner la parole à M. Liata, si vous m'autorisez, je vais dire un petit mot, en profitant du fait que je tiens le micro, sur la question que vous avez posée sur le modèle social. Il faut bien comprendre que le modèle social européen, dans tous nos pays, il a reposé d'abord sur le principe qu'on avait un très haut niveau d'emploi, et c'était ça qui était la première garantie contre la pauvreté. Et le système de protection sociale venait offrir des revenus de remplacement aux personnes qui, en raison de leur âge, en raison de leur état de santé, en raison de différentes difficultés, n'étaient pas capables de rentrer dans le système d'emploi. Et donc, quand la principale menace qu'il y a aujourd'hui sur le système européen, au-delà de la concurrence des États, d'États qui ont tous voulu garder les responsabilités sociales dans leur champ, parce que c'est des outils de légitimation pour les gouvernements, pour eux, c'est d'abord le chômage qui nous menace et la crise. Et donc tout ce qui nous amènera à sortir de la crise sera d'abord la meilleure façon de défendre effectivement ce fameux modèle social européen, au-delà des effets de concurrence qui font qu'on rabote un peu les retraites, tout ceci ou cela. Mais il ne faut pas non plus se raconter des histoires. C'est une grande partie des réformes qu'il y a aujourd'hui sur la protection sociale sont aussi des réformes qui sont liées au fait simplement que la démographie dans tous nos pays va dans un certain sens, que les dépenses de santé ont continué à progresser régulièrement et que la part de la protection sociale dans le PIB n'a jamais été élevée aujourd'hui en dépit de la grande victoire du néolibéralisme depuis plusieurs décennies. Donc même moi qui suis un grand défenseur de la protection sociale et d'un haut niveau d'impôt, je suis bien forcé de reconnaître qu'on ne peut pas dire que le modèle social est totalement explosé en début des difficultés. Et donc la vraie menace, c'est bien celle de la crise et on est en train d'essayer de discuter comment en sortir. Alors moi j'avais une autre remarque, mais là je vais soulever aussi à l'avis de Michel Liata par rapport à ce qu'a proposé Étienne Glasmer à l'instant, c'est que dans la dynamique des institutions telles qu'elle est, parce que l'Europe c'est quand même une machine compliquée, on peut faire des sauts quand on est devant l'obstacle, mais les choses se font quand même aussi parfois de manière assez progressive. Mais dans le dispositif actuel, il y aurait quand même des avancées possibles à condition d'en changer l'esprit. C'est-à-dire que le président de la Commission et le président du Conseil européen peuvent parfaitement, dans le traité, être la même personne. Et on peut tout à fait imaginer que dans les conditions de la nomination de la Commission, le rôle du Parlement européen dans la validation du président par rapport à ce qui est le choix imposé sur un mode intergouvernemental se modifie en termes de rapport de force dans les faits, ce qui nous amènerait de fait à une sorte de régime un peu parlementaire en Europe où la Commission et le président du Conseil européen se trouveraient co-responsables à la fois devant le Conseil des États et en même temps devant le Parlement européen, ce qui pourrait lui donner une autorité. Alors ensuite, reste effectivement à développer le budget européen, et ça c'est une autre affaire. Je vais quand même répondre aux différentes questions, à certaines questions. La crise financière était une crise systémique, absolument globale, généralisée, dans laquelle la totalité du système financier mondial était complètement impliquée par des jeux de position croisés complètement opaques et qui se sont révélés comme étant insoutenables, et donc ça est tombé comme un château de cartes. Je me rappelle une anecdote qui est ce que Ben Bernanke, donc dans ce week-end dramatique qui a suivi la chute de Lehman Brothers, alors il s'agissait de savoir ce qu'on faisait lundi matin, quoi, hein. Un sénateur lui posait la question, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? Alors, il répond par une boutade, mais qui dit bien l'angoisse qu'il avait, il dit si on ne fait rien, lundi matin, il n'y a plus de système financier. C'est-à-dire l'effondrement est total. Ce qui s'est passé à partir d'octobre
c'est quelque chose qui est justement une coopération formidable, puisque cette coopération a concerné le monde entier par l'intermédiaire du G20. N'oublions pas, l'ensemble des États ont coopéré pour mener des politiques d'expansion, de stimulation, qui étaient généralisées, et notamment l'énorme plan chinois a été crucial pour l'Allemagne. L'énorme plan chinois, en développant des investissements massifs, a permis à l'Allemagne de ne pas sentir le fait que la contraction de ses exportations parmi les pays développés a été complètement redistribuée sur les exportations à l'égard de la Chine, puisque l'Allemagne produisait exactement les biens d'équipement qui étaient nécessaires à la Chine. Donc, il y a eu cette coopération, elle n'a pas duré. Si vous regardez maintenant un certain nombre de chiffres qu'on a essayé de faire au CEPI de manière systématique, car vous regardez les trajectoires depuis 2008 des États-Unis et de l'Europe sur à peu près toutes les variables macroéconomiques. Le PIB, la consommation privée, l'investissement, la masse salariale, etc. C'est-à-dire ce qui fait véritablement qu'on a une certaine économie plutôt qu'une autre. Jusqu'au milieu de 2007, au milieu de 2010, on est complètement corrélés. Les profils sont absolument parallèles. Et à partir de la crise grecque, et très exactement de la crise grecque, les profils divergent totalement. Donc c'est clair que nous avons subi une deuxième crise. Et c'est ce que je disais, cette deuxième crise est auto-imposée par le processus politique. Il est dans la mesure où l'essentiel avait été fait pour maîtriser le choc financier dans les années, la fin de l'année 2008 et 2009, il n'y avait pas de raison en soi qu'on ne poursuive pas le profil américain ou anglais. Or, ce qui s'est passé est tout à fait différent. Donc voilà où est le problème. La responsabilité de la crise financière est une chose, la responsabilité politique des pays de la zone euro en est une autre. Et évidemment, nous avons eu une deuxième crise qui a amplifié les conséquences, les séquelles de la première, en particulier parce que nous n'avions pas, disons, assaini notre système financier à temps, ce qui a évidemment amplifié les choses en créant le fameux cercle vicieux entre la montée des dettes publiques et les fragilités des banques. Et donc la fragmentation financière. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la BCE. Pour ce qui concerne la BCE, elle est sortie déjà du traité. C'est-à-dire les politiques non conventionnelles sont telles que la BCE s'occupe beaucoup plus de choses qu'avant, et de toute manière évolue la doctrine monétaire par les faits, par la réponse aux faits, que ce soit la BCE et les autres banques centrales. Elles se chargent de la stabilité financière. Elles savent qu'elles ne peuvent pas laisser la stabilité financière de côté. Elles l'ont appris à leurs dépens par une doctrine qui est une doctrine qui est tout à fait artificielle et qui est la doctrine des 30 dernières années, je veux dire. Les banques centrales sont créées depuis la fin du XVIIe siècle pour la Banque d'Angleterre. Elles ont été créées en particulier pour stabiliser la finance et pour prêter à l'État. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on dit, surtout qu'elles ne doivent pas faire dans le cadre de la doctrine qui s'est développée à travers les anticipations rationnelles. Cette doctrine s'est développée pour une seule idéologie, c'est que la finance était supposée efficiente, auto-validante, réguler toute seule le système mondial, réguler toute seule l'économie réelle, et qu'il n'y avait rien besoin de faire dès lors que la finance avait ses propriétés. Résultat, on sait où on en est maintenant. Donc les banques centrales sont en train de reprendre la main sur l'ensemble de la finance. C'est ça qui est, en Europe, l'idée que la Banque Centrale Européenne va maintenant superviser l'ensemble des banques, et non pas et ce n'est pas les trésors nationaux, comme en France, qui, disons, qui sont toujours en mèche avec le lobby bancaire, et qui essayent de pousser leurs champions nationaux plutôt que de regarder où est l'instabilité. Dès lors que la Banque Centrale Européenne prend le dessus, vous avez un changement radical. Et ce changement, c'est bien l'avancée du niveau européen sur les niveaux nationaux. Alors, donc la Banque Centrale va faire ça. Et probablement, il y aura besoin de changer le statut du traité de Maastricht. À force de faire autre chose que ce qui est dans le traité de Maastricht, on va bien être obligé, disons, d'en tenir compte et de changer en effet ce statut et de remettre le statut de la BCE au plan de ce que sont celui des autres grandes banques centrales des pays de l'OCDE. Donc ça c'est voilà, moi sorti de l'euro, je n'ai jamais compris, en lisant ces livres,
il n'y a aucun scénario de ça, de dire il faut sortir de l'euro, tout va bien aller, c'est absurde. Nous n'avons pas, les conditions de sortie de l'euro n'existent pas dans les traités. En conséquence, une sortie de l'euro qui soit haute que la Grèce peut-être, mais qui soit une sortie de l'euro en particulier qui fait éclater l'euro lui-même, donnerait une panique financière extraordinaire. Des pertes qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment on doit convertir l'euro en de nouvelles monnaies nationales. Nous avons une imbrication incroyable avec des montants d'actifs financiers qui sont des multiples énormes du PIB de la zone euro. Ce qui veut dire que les effets de richesse, d'effondrement de richesse, de gains complètement aveugles de notre côté seraient extraordinaires. C'est chiffré par personne. Il y a eu un certain nombre de banques qui ont essayé de chiffrer ça, mais sans pouvoir chiffrer la dynamique financière. Mais ils tombaient quand même sur des pertes de PIB de moins 6, entre moins 5 et moins 8% pour la France. Parce que ça serait la sortie de l'euro. Et donc, c'est très dangereux de dire n'importe quoi. Je veux dire, quand les gens disent qu'il faut sortir de l'euro comme ça, et que tout va bien se passer, c'est un manque de responsabilité. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais. Non, mais moi je vais relancer quand même. Je vais me permettre de faire l'avocat du diable. Je veux dire, est-ce que moins 5, moins 8, un bon coup, et ensuite on retrouve des marges de manœuvre, c'est pas mieux que d'être durablement à 12% de chômage et avoir justement une montée aussi de forces politiques qui justement sont au-delà de la posture de sortie de l'euro de Marine Le Pen, qui aussi prône un repli, prône toute une série de choses qui sont désagréables. C'est là-dessus que le débat est très fort dans la société, et dans la société française aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le coût finalement, est-ce qu'on peut simplement en plus tenir ce projet uniquement sur la menace du fait qu'en sortir serait une catastrophe plus grande encore, comme je l'ai dit dans mon introduction. Est-ce qu'on est encore capable, je veux dire, au moment où on va voter dans un mois pour l'Union européenne, d'avoir aujourd'hui des perspectives qui soient des perspectives qui donnent un peu envie d'y aller? C'est toute la question, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain nombre de solutions à court terme. La question du court terme, c'est, disons que les ajustements qui aujourd'hui sont totalement asymétriques, c'est-à-dire que des pays sont amenés à faire des ajustements de compétitivité qui poussent tout le monde en récession parce qu'il n'y a pas eu la contrepartie de l'autre côté. Mais si on arrive à faire des ajustements symétriques et si les forces aujourd'hui en vigueur dans l'économie mondiale y poussent, là, je ne veux pas trop rentrer sur le terrain d'Éric, mais néanmoins, il est en train de se passer des choses importantes, c'est-à-dire une réduction de la croissance des pays émergents, qui fait que l'excédent allemand tel qu'il est a certainement atteint son maximum. Et que l'excédent allemand va être obligé de se réduire par le fait que les exportations allemandes vers les pays émergents ne seront plus ce qu'elles étaient. Ce qui veut dire que si l'Allemagne veut garder son plein emploi, ce qui semble être un élément important de la cohésion sociale de ce pays, il lui faudra développer sa demande interne pour compenser la perte qu'elle aura sur les exports. Et en développant sa demande interne, il y aura forcément une certaine hausse des salaires et des prix. Et donc, vous voyez le problème. L'Allemagne a fait avec les fameuses politiques Schröder, qui ont été dénoncées tout à l'heure, des évolutions de prix inférieures à celles des autres pays. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui doit se produire si on veut avoir un ajustement. Et donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en cours. La question, c'est quelle est l'ampleur pour éviter qu'on soit trop proche de la déflation. Et vous voyez que si l'Allemagne monte ses prix, si les prix allemands montent, ce n'est pas une question purement volontaire, c'est la logique économique qui pourrait pousser autour de 3%. À ce moment-là, vous pouvez faire des gains de compétitivité avec 1,5% d'inflation.
1,5% à 2 d'inflation, et ça devient jouable à ce moment-là, le processus d'ajustement des autres pays. Et donc c'est une espèce de coopération implicite qui résulterait des forces qui sont à l'œuvre dans l'économie mondiale et qui est la voie possible, à partir de laquelle on peut construire quelque chose de plus, construire de l'investissement, etc. Voilà comment je vois les choses. Vas-y. Je ne vais pas ajouter grand-chose. Mais effectivement, enfin, par rapport au scénario sorti de la zone euro et même moins 8 de PIB, enfin, c'est très très fragile comme évaluation. Je pense que c'est même pire que cela. Et surtout, bon, on peut peut-être le multiplier par 1,5, ça c'est selon nos calculs, donc vous voyez, on est au-delà de ça. Et surtout, si vous calculez pour les autres pays, c'est une grande catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la France perdrait entre 8 et 10 points de PIB, mais les autres pays européens plus fragiles, ça serait la catastrophe. Donc on vivrait vraiment dans un monde en très forte récession. Et surtout, le contrefactuel, qui a été un peu évoqué par Michel Aguileta, c'est qu'on peut avoir la croissance en zone euro. Donc, vous voyez, c'est pas, bon, finalement, on va perdre 10 points et après on repartira. Non, aujourd'hui, on peut avoir la croissance économique. Et d'ailleurs, si on est un peu conjoncturiste, on s'aperçoit que ça repart en zone euro. Et qu'effectivement, il y a des petits signaux de coopération qui apparaissent, même si en Allemagne, ils sont extrêmement fragiles. Hein. Il faut juste rappeler que les salaires ont continué à baisser en 2013. Donc, vous voyez, cette idée que les Allemands sont en train de redistribuer les salaires, c'est pas encore complètement vérifié, que le SMIC allemand, ça sera en 2017, ça sera une montée très progressive, donc on n'est pas encore complètement sorti, mais on voit bien qu'il y a des effets qui sont en train de naître et des politiques plus coopératives qui sont en train de naître. Alors après, est-ce qu'il faut tout attendre de cela? On voit bien que effectivement, ce qu'ont fait les Allemands au cours de la période Schröder, ils l'ont fait de façon isolée, c'était les seuls à le faire, et ils ont laissé filer les déficits à ce moment-là. Je pense qu'on ne le rappelle pas assez, c'est qu'au moment où ils mettent une purge extraordinaire sur leur salaire, ils laissent filer les déficits. C'est le seul moment dans l'histoire de la zone euro où le déficit allemand est supérieur au déficit français. En 2002, 2003, 2004, 2005, ils font 3,8, 3,9, 3,7 de déficit, c'est extraordinaire. Et on peut dire qu'ils disent à la Commission, le pacte de stabilité, nous on ne le respecte pas. Oui, voilà. Alors que là, maintenant, ce qu'on nous inflige quelque part, c'est à la fois des réformes allemandes, donc il faut essayer de baisser les salaires, tout en faisant de l'austérité dure. Voilà, donc il faudrait sans doute lâcher sur un des deux, sans faire de la relance, on pourrait tout de même au moins limiter l'austérité, tout ça dans le respect du pacte de stabilité. Enfin, le pacte, aujourd'hui, les efforts qu'on demande ne sont pas les efforts qui sont dictés par le pacte. Le pacte, aujourd'hui, nous dit que si vous dépassez 3 points de déficit, si vous dépassez 60 points de dette publique, ce qui est notre cas, il est nécessaire de faire des efforts structurels, donc de l'austérité, à hauteur d'1,5 point de PIB par an. Ce que l'on fait depuis 2010, c'est 1,2 par an. Donc on va 2 à 3 fois plus vite que la musique. Et on peut très bien, dans le respect du pacte, faire de l'austérité mesurée, et même dire, puisqu'on en a fait 3 fois 3 avant, on en fait moins là, et donc du coup on fait plus de rigueur, on fait 0, mais vous allez voir que sur les 6 ans, on aura bien respecté nos engagements. Vous voyez, le déficit structurel, d'après l'OCDE, en France, depuis 2008, a baissé de 4,7. Voilà, vous voyez, les efforts structurels, on les a fait. Le déficit qui est, c'est du déficit conjoncturel, etc. Et donc, on arrête de freiner la croissance. Et si vous le faites tous en même temps, si tout le monde arrête de freiner la croissance, il n'y a pas de miracle. Hein. Enfin, il est évident que la croissance va repartir. Alors ensuite que l'on mette en place des réformes structurelles, mais moi, les réformes structurelles, il faut aller vite. Vous voyez que cette idée selon laquelle on ne peut pas créer de l'emploi en France, l'INSEE vient de recalculer les taux de chômage. Je pense qu'il faut juste le rappeler, parce qu'on a l'impression qu'on vit avec cette phrase de Mitterrand en termes de chômage, on a tout essayé, rien n'a fonctionné. Le taux de chômage au premier trimestre 2008 en France, il est de 6,8. 6,8, sans tension inflationniste. Donc cette idée sur laquelle, à cause des 35 heures, à cause du code du travail qui a pris, je ne sais pas, 2 kilos... Ça, c'est pas sympa de profiter de la disparition d'Étienne Besmer pour dire ce genre de choses. Même si je partage votre opinion, mais je suis bien forcé d'être un peu... On voit bien qu'on arrive à avoir une baisse du chômage sans tension inflationniste. Et on arrivait à 6,8. Donc vous voyez que cette idée qu'il faille réformer tout de suite pour faire baisser le chômage, donc on voit qu'en France, tant qu'on a une croissance relativement soutenue, on arrive à faire baisser le chômage de 1 point par an. Dans l'épisode de 97-2000, le taux de chômage a baissé de 3 points en 3 ans. Dans l'épisode 2006-2008,
2008, enfin premier trimestre 2005 et 2008, il a baissé d'1 point par an aussi, avec une croissance à 2. C'est pas non plus des taux de croissance extraordinaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas faire certaines réformes structurelles, mais mettre ça comme point de passage obligatoire pour avoir la croissance économique, non, je pense qu'aujourd'hui les freins, ils sont beaucoup plus des freins budgétaires, voire des freins monétaires. Bon, alors j'espère que Olli Rehn et Manuel Valls étaient dans la salle, mais je les ai mal vus, mais donc j'ai entendu le message qui a été porté par différents intervenants. Ce qu'on va souhaiter effectivement, c'est que les salaires augmentent dans les services en Allemagne, qu'ensuite ils achètent quelques voitures françaises et qu'ils partent en vacances en Espagne, et tout ira mieux au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci de votre attention.